Bonjour tout le monde, je suis très ravi de vous revoir en fait pour une deuxième capsule qui va traiter un sujet aussi important que le premier, c'est la géopolitique des hydrocarbures. Comme vous le savez, la géopolitique des hydrocarbures est soumise à plusieurs télescopages, essentiellement télescopage mondial, un autre régional et puis par la suite d'autres télescopages qui sont possibles dites locales. Pour organiser la réflexion sur la géopolitique des hydrocarbures, permettez-moi dans un premier temps de parler de ce qu'on appelle la géographie des hydrocarbures. Lorsqu'on parle de la géographie des hydrocarbures, et si on fait une remontée dans l'histoire, il faut savoir que jusqu'à 1973, la production du pétrole et du gaz était soumise à une concentration de la part d'un phénomène dit les sept sœurs. Ces sept compagnies de différentes origines qui s'accaparent 85% de la production du pétrole et par conséquent, c'est un phénomène de concentration de la production de cette ressource tellement importante pour le monde entier, ne serait-ce que pendant les 30 glorieuses, où il y a un essor économique très important. Mais on sait bien qu'il y a énormément de changements qui ont affecté cette configuration pendant les années 70 et les années 80, avec les deux chocs pétroliers, mais encore, il y a des contre-chocs pétroliers qui ont davantage métamorphosé la donne par rapport à cette géopolitique des hydrocarbures. Donc, j'ai dit que les hydrocarbures étaient fortement concentrés par les sept sœurs. Il y en a un certain nombre de compagnies qui existent toujours, comme Shell. Il y a d'autres entreprises ou compagnies qui ont été absorbées par d'autres compagnies, telles que par exemple Chevron, qui a absorbé quelques Standard Oil. Donc, il y a disparition, par exemple, du Standard Oil of New Jersey et Standard Oil of California. Donc, finalement, il y a ce phénomène de concentration. Cette concentration, il a des avantages et des inconvénients. Les avantages de cette concentration, c'est qu'il permet par la suite à ces compagnies d'atteindre ce qu'on appelle la taille critique, c'est-à-dire euh, augmenter la quantité produite pour diminuer le coût fixe unitaire, pour diminuer le coût unitaire et donc le prix. Alors, soit on gagne plus, soit on vend à moindre coût et donc on est beaucoup plus compétitif en termes de coût sur le plan au niveau du marché international. Mais quelle que soit la logique adoptée par ces compagnies-là souffrent d'un problème d'infrastructure, en fait, ça souffre d'un problème de coût de structure ou encore de coût fixe. Et donc, on ne peut jamais réduire ou amortir les coûts fixes qu'à travers l'atteinte de ce qu'on appelle la taille critique. De un. De deux, sur le plan géoéconomique ou géopolitique, ces compagnies sont de véritables leviers pour les puissances occidentales qui permettent de rivaliser avec un certain nombre de pouvoirs politiques, de régimes politiques partout dans le monde, mais essentiellement au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Amérique latine. Car il va falloir noter que l'Afrique est bourrée en quelque sorte de pétrole et de gaz. Encore l'Amérique latine, elle est en l'occurrence Venezuela, Brésil et pas mal d'autres pays. Donc finalement, le fait d'avoir des compagnies qui sont véritablement pesantes, consistantes sur le plan international, permet à l'Occident de contrôler davantage la production du pétrole et être par la suite et manipuler, entre guillemets, un certain nombre de régimes ou de pouvoirs pour pouvoir par la suite consolider leur exploitation en fait de ces ressources naturelles. Dans le contexte actuel, il y a un changement qui consiste à dire que, et c'est toujours un télescopage mondial, les États-Unis, avec la Russie, avec l'Arabie Saoudite, contrôlent 33% de la production mondiale du pétrole. Donc c'est une sorte de concentration, une sorte de cartelisation, mais la cartelisation passe, pour l'expliquer, pour la justifier, passe essentiellement par l'OPEP.
L'OPEP, c'est une organisation créée en 1962, cofondée par le Venezuela et puis par la suite l'Iran, donc à l'initiative de Shah Pahlavi. L'objectif de l'OPEP, c'est de pouvoir maintenir ou plafonner la production du pétrole. Pourquoi? Pour que l'offre ne dépasse pas un certain niveau et donc les prix ne chutent pas, tout en sachant que les prix, normalement le prix du pétrole, c'est la recette de ces pays-là. Et donc finalement, il y a un avantage pour ces pays. Donc, la question de cartelisation est très claire et très justifiée à travers l'OPEP. Et c'est un cartel avec une entente très explicite. Il y a un certain nombre de personnes qui critiquent l'OPEP dans le sens où il ne pèse plus rien sur le plan ordre économique mondial, mais en fait, cette position est contestable dans le sens où dernièrement, c'est en 2018, il y avait le Congo-Brazzaville qui arrive à rejoindre l'OPEP, ce qui signifie que l'OPEP, c'est une organisation qui est toujours en principe consistante. Donc, et là, il faut encore pousser en avance un chiffre qui est encore consistant, c'est que les pays normalement de l'OPEP concentrent un tiers de la production mondiale du pétrole. Donc finalement, c'est une organisation encore pesante, qu'on le veuille ou non. Euh, que ce soit les sept sœurs jusqu'à 1973, que ce soit les trois pays, les États-Unis, la Russie et puis l'Arabie Saoudite, ou encore l'OPEP, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une véritable problématique autour de la géopolitique des hydrocarbures. C'est la problématique de la dépendance par rapport à ces ressources naturelles. Alors la dépendance, c'est une théorie élaborée par un économiste argentin qui est Raoul Prebisch. Alors Raoul Prebisch parle de la dépendance et explique le sous-développement ou le mal-développement, ne serait-ce que par rapport à l'exportation du pétrole. C'est-à-dire que ces pays-là sont trop attachés à l'exportation du pétrole et négligent, et ça c'est très important, négligent essentiellement le développement des secteurs alternatifs en guise de diversification. C'est-à-dire autrement, d'une manière très simple, les pays n'ont qu'un secteur qui est prépondérant, c'est le secteur de l'exportation du pétrole, et les autres secteurs sont totalement à côté de la plaque. Donc finalement, en économie, il n'y a pas d'effet d'entraînement, il n'y a pas de motricité. Et s'il n'y a pas d'effet d'entraînement ou de motricité, il y a un dualisme. Et s'il y a un dualisme, c'est une autre explication du sous-développement, et ça c'est encore grave. Donc nous avons une véritable problématique qu'il va falloir normalement disséquer, c'est la problématique de la dépendance, c'est la théorie de la dépendance de Raoul Prebisch. Alors maintenant, je vais rebondir sur une autre question, toujours dans la même lignée, et qui permet de justifier en quelque sorte la théorie de la dépendance de Raoul Prebisch, qui permet de décortiquer cette théorie, c'est la malédiction des matières premières. La malédiction des matières premières, c'est une expression forgée par Richard Otti dans son livre L'industrialisation par les ressources naturelles. Mais avant d'entamer cette expression très pesante sur le plan géopolitique, permettez-moi de parler d'une petite expérience qui va illustrer encore davantage cette question de malédiction, qui appuie davantage la dépendance de Raoul Prebisch. C'est l'expérience néerlandaise. Alors, vous savez qu'en 1959, les Pays-Bas ont trouvé des gisements très importants de gaz. Et puis, donc finalement, des réserves en gaz, ça signifie c'est des recettes de plus pour l'État, ça signifie une redistribution, ça signifie une manne financière pour financer des investissements, ça signifie une sorte de diversification, ça signifie une véritable ambition économique, sociale et même politique. Mais malheureusement, en 1973, il y avait une étude réalisée qui témoigne que les effets de la découverte des réserves en gaz au niveau des Pays-Bas ont eu des effets pervers, dits effets contre-productifs. Contre-productifs, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Il vaut mieux ne pas trouver ces réserves en gaz. Alors maintenant, explication très simple sur le plan économique. Le fait de trouver ces réserves
de gaz ont augmenté par la suite les salaires. L'augmentation des salaires a entraîné une augmentation de normes, chose qui est très très normale. Et cette augmentation de demande a entraîné une augmentation des prix. Alors la question qui se pose, mais pourquoi? C'est parce que tout simplement, il n'y a pas une sorte de synchronisation entre l'offre et la demande. Autrement, la quantité de biens et services ne bouge pas, ça va, mais au moins ne bouge pas autant que la demande, et donc il y a un ajustement par le système prix. L'augmentation des prix, ça signifie une inflation. Mais on ne va pas par la suite transposer cette inflation sur le pouvoir d'achat parce on peut par la suite pallier cette augmentation du pouvoir d'achat à travers une renégociation des salaires. Mais elle a eu des effets très néfastes sur le plan compétitivité des entreprises néerlandaises. Alors, pourquoi? Parce que toute augmentation de salaire, c'est une augmentation de coûts. Toute augmentation de coûts se répercute sur le prix et on n'arrive plus à vendre, ça va à moindre prix au niveau international. Donc, on commence à marginaliser toutes les entreprises qui ne sont pas dans le secteur des hydrocarbures et on se focalise sur la question sur les entreprises qui sont dans ce secteur-là. Donc, finalement, les secteurs alternatifs ne sont pas là. Lorsqu'on parle du secteur alternatif, on parle de toute possibilité d'investissement, toute possibilité entrepreneuriale, ça va, toute possibilité d'avoir des entrepreneurs champéteriens, toute possibilité d'avoir des personnes qui innovent et qui prennent le risque. Il n'y a rien de tout ça. Il y a un dualisme, il n'y a pas d'effet d'entraînement, et donc finalement, il y a un mal développement parce que l'économie commence à souffrir et là, on commence à chercher les conditions préalables au démarrage ou ce qu'on appelle le take-off au sens de Rostov. Donc, à un moment donné, on vient de trouver en 1959, on arrive de trouver les réserves de gaz. On commence à chanter cette découverte, mais par la suite, c'est avéré qu'il n'y a que des effets pervers et il n'y a pas d'effet boomerang ou d'effet positif, d'effet productif en fait sur l'économie. Et cette expérience témoigne que les ressources ne sont pas assez importantes, mais le fait d'accéder aux ressources, c'est le plus important. Et là, ça me fait rappeler un certain Amartya Sen qui a dit que, par exemple, au niveau de l'Afrique, ce n'est pas question de ressources, mais c'est question d'accès aux droits. Donc finalement, il y a une grande différence entre un pays doté de ressources naturelles, en l'occurrence le pétrole et le gaz, et qui gère efficacement ces ressources naturelles, en l'occurrence le Norvège, c'est un exemple typique qui nous permet d'illustrer qu'il gère efficacement, il y a une redistribution des richesses très peaufinée, très époustouflante. Il y a une diversification vraiment épatante et donc finalement c'est quelqu'un et il n'y a pas de conflit sur le plan politique et là c'est très très important, c'est un télescopage local. Mais encore il y a des pays qui sont dans à l'autre bout de la courbe la courbe de la cloche de Gauss, en fait, comme par exemple Venezuela, qui est doté de ressources naturelles, en l'occurrence le pétrole, mais qui est dans la morosité dans le contexte actuel, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social ou encore sur le plan politique. Pire encore, il y a l'interférence des trois. On va consacrer par la suite une autre capsule qui traite le cas d'école du Venezuela. Je rebondis sur la question de la malédiction des matières premières. Moi, j'ai dit que c'est un cas d'école, en fait, où c'est une expérience qui illustre bien cette malédiction des matières premières et qui appuie la théorie de la dépendance de Raoul Prebisch. Maintenant, la question, quels sont les piliers qui se manifestent pour pouvoir donner comme conséquence néfaste cette malédiction? Alors, premièrement, c'est l'oligarchie. Il faut faire attention, et ça, c'est généralisable sur l'ensemble des pays qui s'ouvrent dans le contexte actuel, même s'ils sont dotés. Alors, c'est parce qu'il y a une oligarchie, c'est-à-dire une élite économico-politique qui contrôle ces ressources-là. Il contrôle les ressources à travers un système d'alliances euh, euh, intra-étatique. Ce système d'alliance, il se base essentiellement sur la corruption, sur le népotisme, sur le clientélisme. Et donc, finalement, on crée un monopole au sein de l'État, un monopole qui ne permet pas au reste de la population d'accéder, ça va, aux ressources financières générées par l'exportation du pétrole. Donc, de un. Deuxième problème, c'est le problème de l'investissement. C'est-à-dire que ces pays-là ne diversifient pas le tissu productif. Donc, ils se concentrent sur la question de quoi? Sur la question de l'exportation des hydrocarbures sans pour autant. Et pire encore, vous savez que
vous savez que le problème de l'exportation des matières premières, c'est un problème de dégradation de termes de l'échange, c'est-à-dire qu'on arrive à vendre à des prix, c'est-à-dire que le prix moyen à l'exportation, il est largement inférieur au prix moyen de biens importés. Et donc, lorsqu'on divise le prix moyen des exportations sur le prix moyen des importations, on multiplie par 100, on trouve que l'indice est largement inférieur à 100. Ça signifie qu'il va falloir normalement produire beaucoup plus pour pouvoir par la suite importer peu. Donc, cette dégradation du terme de l'échange entraîne un sous-développement, entraîne un cercle vicieux de sous-développement. Me semble-t-il que l'économiste qui a traité cette question de la dégradation des termes de l'échange, c'est Emmanuel Aguirre. Mais bon, pour autant dire que, encore, là, c'est un problème. Donc, finalement, on n'a pas les pays-là n'ont pas cette capacité d'investir pour développer ou pour diversifier, en fait, le tissu productif. Et troisième raison, et qui me semble encore très importante, ils ne sont pas classés parce qu'il y a encore une interférence entre les trois paramètres, les trois raisons. Alors, troisième raison, c'est que les prix des hydrocarbures sont fixés à l'international. C'est-à-dire que les pays producteurs du pétrole, c'est des pays dits price takers. Ça veut dire que c'est des accepteurs de prix et non pas des faiseurs de prix. Vous savez que dans le contexte actuel, il y a deux grandes places qui sont très importantes, très pesantes, très consistantes au niveau international qui fixent par la suite le prix du pétrole, alors à savoir New York et puis par la suite le Brent Londres. Et donc, finalement, il y a un commissaire-priseur là dans le ciel et on attend par la suite qu'il confronte l'offre et la demande qui sont sujettes à beaucoup de spéculations, parfois d'ordre économique, tantôt d'ordre politique, et qui va faire par la suite balancer le prix. Et nous, on va accepter le prix, ça va, et le prix, c'est notre recette. Donc, il faut faire attention parce que lorsque les prix augmentent, on parle de choc pétrolier par exemple, les pays qui produisent du pétrole sont dans le bonheur, mais lorsqu'il y a un contre-choc pétrolier, alors là, c'est la morosité, là, c'est la catastrophe, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le plan social, sur le plan économique. Et c'est ce qui se passe typiquement au Venezuela. Euh, Maintenant, on vient d'expliquer qu'est-ce que la malédiction. Cette malédiction va se conjuguer avec un autre phénomène très important, c'est la rente en fait. C'est ce qu'on appelle l'économie de la rente. Alors, l'économie de la rente, c'est un concept forgé par Hussein Mahdavi qui dit que une économie de la rente, c'est une économie qui se caractérise par le fait que l'État table sur au moins 30% des revenus, ça va sous forme des recettes des produits en fait des recettes des hydrocarbures, c'est-à-dire autrement que le budget de l'État est constitué essentiellement au moins de 30%, ça va à hauteur de 30% des recettes tirées de l'exportation des hydrocarbures, de un. Il y a par la suite l'oligarchie de 2, et finalement il y a la concentration. Donc finalement on trouve la même configuration de la malédiction dans la définition de l'économie de la rente, sauf qu'au niveau de l'économie de la rente, nous avons le seuil fixé par Hussein Mahdavi qui est de 30%. Alors maintenant, pire encore, dans le contexte actuel, il y a à peu près 96 pays qui dépendent essentiellement des exportations du pétrole. Et là, je parle pays, c'est l'État, parce que l'État, normalement, monopolise le secteur. L'État contrôle les entreprises. L'État crée des monopoles, ça va, des monopoles légaux pour pouvoir par la suite contrôler ses recettes. Alors, on peut par la suite se permettre de donner plusieurs exemples. Le Pemex, par exemple, le Petrobras au Brésil, le Pemex au Mexique. Euh, euh, c'est des entreprises qui sont contrôlées par l'État à travers un monopole légal pour pouvoir par la suite, comme j'ai dit, s'accaparer les ressources financières qui émanent de l'exportation des hydrocarbures. Alors, j'ai dit que là, si on rebondit sur la question du seuil de 30% fixé par Medavi pour définir qu'est-ce qu'une économie de la rente, on trouve que 96 pays dans le monde dépendent essentiellement de l'exportation des hydrocarbures, de un, et pire encore, au moins 50% des revenus sont corrélés positivement et très positivement à l'exportation. C'est-à-dire que le budget, par exemple, d'un État avoisine à peu près, est constitué à hauteur de 50% des exportations, des revenus tirés des exportations du pétrole. C'est énorme. C'est-à-dire du moment où il y a une chute des prix, ça va, finalement, le budget de l'État chute énormément et vous pouvez imaginer tout ce qui se
peut se passer comme catastrophe sur le plan social ou sur le plan économique ou même sur le plan politique. On arrive maintenant à contester Maduro au niveau de Venezuela. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à redistribuer de la même manière que Chavez avant. Ça va. Et on donne l'occasion à Guaido, même si Guaido, dans le contexte actuel, est un peu lâché par ses alliés, essentiellement les États-Unis, et puis par la suite l'Union européenne. C'est une autre histoire là. Mais j'ai dit, nous avons un autre concept qui est très redondant, très important. Et lorsqu'on parle de 96 pays, c'est énorme comme nombre de pays qui dépendent de l'exportation des hydrocarbures. Et lorsqu'on parle du budget qui est constitué au moins dans sa moitié en fait des hydrocarbures, des exportations des hydrocarbures, c'est encore énorme. Et ça témoigne que il y a de véritables économies de rente. Économie de rente, malédiction des matières premières et dépendance, c'est trois explications, trois références et trois explications théoriques du choc contre-productif que pourrait avoir la découverte du gisement de pétrole ou encore la découverte du gisement de gaz. Mais, j'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de pays qui arrivent à gérer efficacement les ressources naturelles ou encore les ressources en hydrocarbures. Maintenant, dans le contexte actuel, il y a l'hégémonie des États-Unis en termes de production du pétrole. Alors, en 2014, c'est le premier producteur. En 2017, le premier exportateur, mais il ne faut pas oublier que c'est le premier consommateur en même temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est en train de parler de l'indépendance énergétique, mais encore il y a un petit souci que les États-Unis doivent gérer efficacement, c'est celui d'une petite dépendance par rapport au Moyen-Orient. En fait, la dépendance, c'est à hauteur de 15% dans le contexte actuel. On a fait baisser cette dépendance de 60% à 15%, donc c'est un véritable effort, mais cet effort-là, trouve une explication dans ce qu'on appelle l'approche accident historique. Heureusement pour les États-Unis, ils ont trouvé par la suite ce qu'on appelle le pétrole du schiste et le gaz du schiste, qui sont le pétrole et le gaz non conventionnel. C'est vrai que dans le contexte actuel, encore on critique, les écologistes critiquent davantage ces deux ressources, parce que la technique dite de fracturation a eu des effets néfastes sur le plan écologique, des séismes dans les Caraïbes, des séismes dans le Golfe du Mexique, mais ça reste toujours une théorie qui doit être absolument appuyée, prouvée par les scientifiques pour pouvoir par la suite critiquer massivement la production du pétrole du schiste et le gaz du schiste. Mais cette découverte a permis l'émancipation des États-Unis et donc sortir un peu du joug, et ça, c'est le plus important, c'est du joug du Moyen-Orient. Parce qu'il faut savoir que le Moyen-Orient constitue toujours, ça va, un obstacle pour les États-Unis sur le plan énergétique. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler des accords de Quincy qui, en vertu desquels les États-Unis a donné une promesse à l'époque à la monarchie d'El Saoud pour pour la protéger, hein. Et puis par la suite, la monarchie a donné par la suite la possibilité aux États-Unis d'accéder au pétrole du pays, particulièrement, et puis en général de la région. Donc les accords de Quincy sont configurés dans ce sens-là. Mais avec la découverte du pétrole du schiste et le gaz du schiste, donc finalement, il y a une sorte d'émancipation et les États-Unis commencent à changer un peu l'approche. Parce que finalement, on a passé d'une logique d'intervention massive, ce qu'on appelle la pression massive en fait, des États-Unis au niveau de la région, et surtout contre l'Iran, l'ennemi numéro un des États-Unis et de l'Arabie saoudite particulièrement. On a passé de cette logique de pression maximale massive, entre guillemets, on a passé vers ce qu'on appelle une logique de light footprint. Light footprint, ça signifie quoi? Ça signifie, là, c'est l'empreinte légère, hein. Ça veut dire qu'on va être présent dans le contexte actuel, mais on va être présent à travers une logique totalement différente. C'est la logique des pivots, la logique des proxys. Alors, pour vous expliquer d'une manière très très simple cette logique de proxy ou de pivot, les États-Unis, au lieu qu'ils soient présentes d'une manière directe, parce qu'il ne faut pas oublier que sur le plan financier, c'est un peu coûteux. Je vous donne un chiffre, peut-être qui va vous faire peur. Les États-Unis, depuis la guerre d'Irak jusqu'à maintenant, il a perdu à peu près 45 000 soldats et puis par la suite 100 millions de dollars.
rien qu'au niveau de l'Irak, c'est un peu coûteux. Donc finalement, va falloir normalement passer par une stratégie de redéploiement pour pouvoir par la suite épargner et les âmes des soldats et par la suite l'argent des États-Unis. Donc j'ai dit que maintenant les États-Unis sont en train de procéder à travers une logique totalement différente, c'est la logique des proxys ou encore la logique des pivots. Autrement, on va mettre au niveau de cette région-là, c'est-à-dire le Moyen-Orient, on va mettre quelques pays qui vont défendre, qui vont développer leur capacité, donc ils vont être immunisés, ils vont développer leur capacité de se défendre tout seuls, sans pour autant que les États-Unis interviennent d'une manière massive, et puis par la suite, par la même occasion, défendre quelques intérêts en fait, qui persistent des États-Unis au niveau de la région. Et cette logique de proxy ou de pivot, ou ce qu'on appelle light print foot, c'est une logique qui a commencé par la normalisation. C'est bien que les États-Unis aient joué un rôle très très important, ça va en termes de normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël et les Émirats et Israël. Donc finalement, pourquoi? Pour constituer un système d'alliance, pour constituer un système d'alliance composé de ces pivots-là, trois pivots. Alors vous avez Ben Zayed, les Émirats, vous avez Ben Salman, c'est l'Arabie Saoudite, et vous avez par la suite Benjamin Netanyahu, c'est au niveau d'Israël, tout en sachant que ce n'est pas un hasard que le conseiller de Trump, à l'époque, c'est Kushner, en fait, son gendre. Alors pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'il entretient des relations très ambiguës et très compliquées, même très complexes avec Israël. Donc finalement, il a joué un rôle très très important pour par la suite mettre en œuvre cette stratégie, réconcilier les anciens ennemis, passer par une normalisation, créer un système d'alliance, constituer des pivots, des proxys, se retirer graduellement, et donc on est dans la logique, comme j'ai dit tout à l'heure, de light footprint. Donc finalement, les États-Unis ne dépensent plus la même somme d'argent, et puis par la suite n'envoient pas le même niveau, par la suite le même nombre de soldats au niveau du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui sont très virales sur Facebook qui témoignent bien en fait et qui justifient le retour pharaonique en fait des soldats américains. Et puis par la suite, leurs familles qui sont un peu contents. Parfois, ils sont très traumatisés du fait qu'il y ait le retour normalement du père. Hein. Donc finalement, ça signifie qu'effectivement, les États-Unis étaient dans cette configuration. Et ce qui pousse les États-Unis à repenser la reproche, comme j'ai dit, c'est le fait de trouver par la suite ce pétrole du schiste et le gaz du schiste, qui sont autant des leviers économiques que des leviers politiques et même géopolitiques, parce qu'on pense par la suite à redéfinir les stratégies. Ça va partout dans le monde. D'ailleurs, depuis Bosch, on parle de l'addiction. Alors cette addiction, c'est-à-dire cette dépendance des États-Unis par rapport au pétrole et cette dépendance même de la politique étrangère des États-Unis par rapport au pétrole. C'est-à-dire que on ne peut jamais gagner les élections aux États-Unis si jamais on ne donne pas une promesse très importante, celle de maintenir le niveau, le prix du gasoil ou de l'essence à la pompe à des niveaux qui sont largement bas pour pouvoir sauvegarder le pouvoir d'achat aussi bien des consommateurs que par la suite le coût de production des entreprises et donc la compétitivité des entreprises. D'ailleurs, Trump, dans sa campagne électorale en 2016, il a donné trois promesses: devenir une domination énergétique, passer par un renouvellement des énergies et finalement maintenir les prix à des niveaux largement inférieurs. Et on sait bien que Trump, certes, c'est un président qui était lunatique, erratique, politicien, n'est pas sage comme Obama, mais réaliste et pragmatique. Mais une caractéristique encore très importante de Trump, c'est le fait qu'il est très fidèle à sa base électorale. Bah, effectivement, il a maintenu les prix, ça va à des niveaux largement inférieurs pour pouvoir par la suite euh, témoigner sa bonne volonté en fait de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs et la compétitivité des entreprises, mais en même temps, il essaie par la suite de persuader pour une nouvelle victoire au niveau des élections présidentielles, chose qui n'a pas normalement, qui n'a pas été réalisée, parce qu'on sait bien que Biden a remporté les élections et la victoire de Biden a énormément d'explications.
ce qu'on va voir très prochainement dans une nouvelle capsule. En fait, merci pour votre attention et j'espère que cette intervention va vous donner un éclaircissement sur l'impact l'impact des hydrocarbures sur les relations internationales. Merci beaucoup.